Notre invité ce matin, Julien Drey, bonjour. Bonjour. Julien Drey, merci d'être avec nous. La Guyane, département oublié? Département lointain, donc département qui n'a pas, d'après moi, pensé son avenir par rapport à la réalité géographique dans laquelle il était. C'est-à-dire qu'il est, d'après moi, trop dépendant du continent, et on a laissé s'installer cette dépendance. Oui. On n'a pas pensé l'insertion de la Guyane par rapport à son environnement actuel, qui vit comme une agression. On voit sur la question de l'immigration, on voit sur les échanges économiques, donc il faut résoudre... Et qui vit la situation comme un abandon. Oui, qui vit la situation. Oui. Parce que forcément, il n'y a pas de développement, il y a une forme de dépendance par rapport à la métropole, donc on en demande toujours plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des gestes importants. On voit bien qu'il y a, notamment en matière de services publics, en matière de lutte de sécurité, de l'insécurité, parce qu'il y a des frontières très grandes, sont difficiles à contrôler, qu'il y a une immigration massive qui vient en partie pour les prestations sociales, faut être honnête, mais qui fuit aussi une misère qui existe dans les autres pays. Donc il faut repenser cela. Donc je pense qu'il faut, comme d'habitude, il faut répondre à l'urgence. Donc je crois que la ministre a annoncé tout à l'heure à votre antenne qu'elle allait s'y rendre. Il faut un plan d'urgence. Et derrière, il faut repenser l'avenir de la Guyane par rapport à cet environnement et la place qu'elle peut prendre comme peut-être aurait-elle dû déjà, peut-être aurait-elle dû partir déjà. Hein? Non, on va pas. C'est pas le problème d'ailleurs. C'est pas le problème. Son problème, c'est d'arriver dans une situation où elle se retrouve pas otage de surenchère. Elle essaye de formaliser d'abord les besoins, d'obtenir une enveloppe budgétaire, parce que c'est la même chose, et à partir de là, d'ouvrir la négociation et la discussion. Mais de toute manière, elle devra s'y rendre. Peut-être même le Premier ministre aussi. Bon, on verra. Julien Drey, vous connaissez bien les campagnes électorales. Vous êtes proche de François Hollande. Vous connaissez le fonctionnement de l'Élysée. Existe-t-il un cabinet noir destiné à nuire à François Fillon? Alors, s'il y avait eu un cabinet noir, François Hollande aurait été candidat. C'est-à-dire que s'il y avait un cabinet noir qui savait la tournure qu'allait prendre la campagne électorale, les difficultés qu'on allait, soi-disant, nous-mêmes orchestrer, on aurait été candidat. Il aurait été candidat, parce qu'il savait... on aurait été, puisque vous êtes proche de lui, vous le soutenez. Si. Oui, bon, d'accord. Bon, mais c'est lui le candidat. Oui, d'accord, pas vous, mais lui. Voilà. Mais bon. Alors, franchement, moi, je connais François Hollande depuis maintenant un certain nombre d'années. Oui. S'il y a bien un homme qui s'occupe pas de ces choses-là, mais même des fois, je vais vous faire une confidence, des fois même ça m'a énervé à plusieurs reprises de discuter avec lui, de lui apprendre des choses. Il me dit, comment tu sais pas ça? Il me dit, mais non, je sais pas. Puis d'abord, c'est des rumeurs, fais attention, voilà. Donc vous êtes formel? Je suis formel. Ça n'existe pas? Non, il n'y a pas de cabinet noir, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de conviction. François Fillon soupçonne François Hollande d'avoir organisé je vais vous raconter fuites, je vais vous raconter une anecdote. Sur son affaire judiciaire. Il pensait tellement qu'il y avait un cabinet noir qu'il a été voir le secrétaire général de l'Élysée pour essayer d'obtenir des interventions sur le plan judiciaire par rapport à un de ses concurrents, Nicolas Sarkozy. C'est vrai ou pas? Écoutez, moi, c'est vrai lui dit que non, d'autres disent que oui. Voilà. Mais vous dites quoi? Moi, je dis rien. Je laisse la justice faire son travail. Je sais simplement que il a tellement l'habitude de penser qu'il y a toujours des manœuvres et des combines qu'il projette sur les autres ses propres turpitudes. Voilà. Il n'y a pas de cabinet noir. Et d'ailleurs, vous savez, il y a un test. Il y a deux journalistes que je connais bien, Monsieur Davet et Monsieur Lhomme, qui sont des journalistes d'investigation. Dans le fameux livre qui a donné lieu à tant de polémiques, ils disent eux-mêmes, certainement sous ce quinquennat, nous avons eu le président le plus vertueux, qui n'est jamais intervenu dans les affaires judiciaires, qui n'a jamais essayé d'intervenir dans ces affaires judiciaires. Et vous avez vécu dans le quinquennat 2 ou 3 situations pénibles qui montraient que s'il y avait eu, soi-disant, un cabinet noir, elles n'auraient pas existé. Voilà. Je reviens sur ce déjeuner quand même, ce déjeuner avec Jean-Pierre Jouyet. Oui, on va pas. Moi, j'étais pas là. Déjeuner de François Fillon, au cours duquel François Fillon aurait demandé une accélération des enquêtes sur Nicolas Sarkozy. Mais il a eu lieu ou pas ce déjeuner? Moi, je sais pas s'il a eu lieu. Vous savez? Non, je sais pas parce que je suis pas une petite souris. Vous avez parlé avec Jean-Pierre Jouyet? Vous avez vu la taille que j'ai? Oui, je peux pas être une petite souris. Vous avez parlé avec Jean-Pierre Jouyet? Jean-Pierre Jouyet a dit que ce déjeuner a eu lieu. Moi, je fais confiance à Jean-Pierre Jouyet parce que c'est un ami et je sais qu'il ne ment pas. Voilà. Maintenant, on va tourner la page. C'est pas ça la question. La question qui est posée sur François Fillon, si vous me permettez. Il est victime d'un complot? Mais comment? C'est nous qui avons fabriqué les costumes? C'est nous qui avons fait un prêt à Monsieur Ladré de la Charrière qu'on rembourse à la dernière minute? C'est nous qui avons accepté un certain nombre de choses qu'on interdisait auparavant en termes de cadeaux?
C'est nous qui avions employé notre femme et nos enfants en faisant croire qu'ils faisaient un travail alors que visiblement c'était plus compliqué que cela. Mais je lui jette pas la pierre. Je suis pas en train. Moi, vous me connaissez depuis longtemps. Je n'utilise pas les affaires dans la vie politique. Tous ceux qui ont été mes adversaires ou qui ont été mes compagnons le savent. Je déteste ça. Je déteste les coups bas et je déteste les combines. Et j'ai même souvent pris des positions contre ma propre famille politique quand parfois elle se laissait aller à la facilité. Je dis simplement quand on est candidat à la présidence de la République, eh ben on fait attention avant. Ou alors on n'est pas candidat. Ça c'est un droit. On peut dire, moi il y a des choses, voilà. Mais on savait, Monsieur Fillon ne pouvait pas savoir. Moi, si vous voulez, ma sidération pour moi, elle est là. Elle est comment Monsieur Fillon pouvait penser qu'alors qu'il allait être candidat à la présidence de la République, dans le climat actuel, au regard y compris de ses prises de position personnelles, c'est lui qui dit, imaginez le général de Gaulle, être mis en examen, il fait pas attention avant. Il rembourse un prêt à la dernière minute, il fait rembourser un prêt. Il est persuadé qu'il est sur écoute. C'est possible ça ou pas? J'en sais rien parce que ça c'est l'indépendance de la justice et il y a des procédures pour ça. Je pense que ça serait compliqué de le mettre sur écoute. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on le met sur écoute, on écoute forcément des éléments de la campagne électorale et c'est très compliqué après. Voilà, donc moi je serai un magistrat, mais en toute indépendance, je me serais pas permis de le mettre sur écoute. François Hollande est tenu au courant des écoutes judiciaires ou pas? Est-ce que les présidents de la République sont... Oui. Et par ailleurs, franchement, dans des affaires comme ça, tous les jours, ils vous le disent, c'est pas sur les écoutes téléphoniques qu'on apprend, c'est les mouvements, c'est les traces bancaires. C'est ça qui est en train de faire la justice, elle est en train de regarder si les mouvements correspondent à quelque chose et à quoi ils correspondent. Voilà, c'est pas des écoutes téléphoniques, hein. Les cadeaux, vous en avez reçu? Non, parce que en général, je suis un personnage compliqué moi en termes de cadeaux. Ah bon? Et donc c'est très difficile de me faire des cadeaux. Non, j'ai reçu des petites choses comme ça, mais en général, ma règle de base, c'est tout de suite de le donner à mes assistantes ou à mes assistants, ou dans ma permanence à mes administrés quand j'étais député à l'époque. Bien. Mais j'ai jamais reçu de gros cadeaux. Hein. Moi, j'étais élu et je suis élu de circonscription où on a des gens qui sont en difficulté. Donc ces cadeaux, c'est plus des cadeaux d'amitié et d'affection qui sont d'ailleurs très généreux. Vous connaissez pas le monsieur suisse, comment s'appelle-t-il? Monsieur Dana, je crois, qui aurait offert une montre à plus de 10 000 euros. Vous ne le connaissez pas? Je vous fais une confidence. Vous connaissez ma passion. C'est pour ça que je vous pose la question, moi. Voilà, je vous redis ce qu'on s'était dit une fois. Moi, j'aime les montres anciennes, ce qu'on appelle le vintage. Donc les montres modernes, en plus cette marque-là, c'est pas terrible, hein. Ah bon? D'accord. Bon, ça vaut peut-être beaucoup d'argent. Ça vaut peut-être beaucoup d'argent, mais bon, voilà. Mais dans ces cas-là, on n'accepte pas. Je m'excuse de vous le dire, monsieur Bourdin. Dans ces cas-là, quand on a un cadeau de cette nature-là, on l'accepte pas. Ou alors, on la donne. Il y a des procédures pour ça. Le président de la République, un musée, etc. On sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, il va y avoir un problème. Et ça me permet de faire une remarque, si vous me permettez, ce matin. Allez-y. Parce que c'est un peu pour ça que je suis aussi venu vous voir. Je pense que la campagne électorale, elle est prise en otage par le comportement de monsieur Fillon. Et peut-être qu'il n'a rien à se reprocher. Peut-être qu'il justifiera tout. Mais l'expérience a montré que quand on est dans ces situations-là, il faut prendre un peu de recul. Bon, c'est injuste, c'est insupportable, mais il faut prendre du recul. On ne peut pas prendre en otage sa famille politique, et pire aujourd'hui, le pays. Et donc, je dirais l'éthique politique aurait voulu que M. Fillon dise « Je suis innocent, mais dans l'état actuel des choses, je ne suis pas en capacité de bien représenter ma famille politique. Donc je me retire et je permets à quelqu'un d'autre de mener la bataille politique. Et je pense qu'il est encore temps de le faire. Parce que tel que c'est passé et tel que fonctionne le système... Oui, il est encore temps de le faire. Parce que dans ces cas-là, on repoussera... La droite pourra redésigner un candidat, on repoussera la date. Mais moi, je préfère... De l'élection présidentielle. De l'élection présidentielle. Et moi, je préfère que... Vous demandez à ce qu'on repousse la date de l'élection présidentielle? Vous demandez, enfin... Non, je demande simplement... Vous suggérez? Je dis simplement qu'il faut que la raison reprenne le dessus par rapport à cette campagne présidentielle qui est en train de devenir folle. Tous les jours, vous avez des révélations dont je ne sais pas si elles sont vraies, elles sont fausses, mais tous les gens autour de moi me disent on comprend plus rien. Et ça geste la suspicion sur tous les responsables politiques. Et je dis pas la classe politique, je dis les responsables politiques. Parce que moi, je les connais, les responsables politiques de gauche et de droite. Ils travaillent beaucoup, énormément. C'est pas vrai que c'est une bande de corrompus. C'est pas vrai que c'est une bande de gens qui ne foutent rien. Donc ça, c'est insupportable de dire ça. Et ça, on laisse comme ça s'installer, je dirais, cette démagogie. Ouais, de toute manière, vous êtes un élu. Ah, elle est bonne la soupe. Non, elle est pas bonne la soupe. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ça suffit. Et ça suffit. Donc, vous dites à François Fillon de se retirer, la droite désigne un autre candidat et on repousse la date de l'élection présidentielle. Mais qu'on ait un vrai débat politique, vous voyez. Même les candidats eux-mêmes le disent. Les candidats eux-mêmes le disent, on n'arrive pas à parler. Et c'est très important que si vous avez un président qui est élu sur un malentendu, ça conduira forcément à des crises politiques après.
parce qu'il sera élu, on vous dira mais c'était pas le programme, mais si je vous l'ai dit, mais voilà. Donc il faut on n'a pas inventé les élections pour se faire plaisir. C'est pas une formalité une élection présidentielle. C'est un débat politique avec un choix qui est fait par le pays, un choix majoritaire à partir de débats et de confrontations. Nous n'avons pas ces débats-là. On a un débat très important sur l'Europe. On sort pas. Vous voyez, il est marginal dans la campagne. C'est pas normal. Un débat sur les politiques d'emploi. Comment on fait? Est-ce que tout ce qu'on a fait était bien ou pas bien? Voilà. Bon, on a un débat sur l'identité de la France. Bon, ça existe. On peut pas sauter dessus la présidentielle. Parce que derrière la présidentielle et législative, et vous voyez bien tout ce que ça veut dire après. Julien Drey, pourquoi est-ce que Benoît Hamon n'arrive pas à se distinguer dans cette campagne électorale? Bon, vous savez, moi je vais rassurer, moi je suis discipliné, peut-être que c'est un tort. Vous voterez Benoît Hamon? Je voterai Benoît Hamon, je l'ai dit, je suis responsable du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, c'est ma vie. Pour une grande part, c'est une grande partie de ma vie. Oui. Et j'ai pas adhéré au Parti Socialiste pour faire carrière. Parce que quand j'ai adhéré au Parti Socialiste, j'avais pas l'intention de faire carrière ou d'être élu. Voilà. J'ai adhéré parce que je crois à l'idéal socialiste. Je crois au combat pour la justice sociale. Je crois qu'un autre monde est possible. J'ai changé. Comme tout le monde, j'ai appris que les choses ne se passaient pas en 24 heures. J'ai cru à un moment donné au grand changement, au grand soir. J'y crois moins aujourd'hui, je suis prudent. Mais vous en avez parlé, François Hollande, il est sur la même position que vous? Oui, François Hollande, il est socialiste. Donc il votera Benoît Hamon. C'est à lui de le dire. Non, mais d'accord, c'est pas lui. Mais François Hollande, vous en avez parlé avec lui. Oui, j'ai parlé de ça. Il est socialiste et il est profondément socialiste. Alors on peut dire que c'est un socialiste tiède, on peut dire que c'est un socialiste qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait, etc. Mais sa vie aussi, c'est le Parti socialiste. Et moi, je ne peux pas me satisfaire de voir le Parti socialiste devenir une toute petite formation rikiki parce qu'elle s'est repliée sur elle-même et qu'elle veut donner des leçons à tout le monde. Je crois à un grand Parti socialiste. Et le problème, c'est que le Parti socialiste, c'est ça le cœur du débat qu'il y a, peut-être avec, je dirais, Benoît Hamon, encore que je ne suis pas là ce matin pour régler des comptes ou donner des leçons. Le Parti socialiste, c'est une synthèse. Et ça a toujours été conçu comme ça. Vous dites quoi? Vous dites que Benoît Hamon a tort de taper sur Emmanuel Macron? Je pense, je l'ai dit. De s'en prendre, de critiquer ardemment. Non, on peut critiquer Emmanuel Macron. Oui, on peut critiquer, non, mais ardemment. C'est pas Dieu. Non, évidemment. Bon, ça, c'est sûr. Voilà. Oui, mais je pense que je ne tire pas. Il se trompe de cible. Je dis qu'il n'y a pas un trait d'égalité entre Macron et Fillon. Je dis pas que Emmanuel Macron est un candidat de droite. C'est un candidat du centre. Ça, je suis d'accord. Nous avons un processus politique qui est nouveau. Le centre, pendant longtemps, depuis Monsieur Le Canuet, les dents blanches, bon, vous et moi on s'en souvient, mais peut-être voilà, le centre s'était arrimé profondément à la droite. En 2007, pour la première fois, avec Ségolène Royal, nous avions tendu la main à François Bayrou. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu à l'époque? En 2012, il y a une erreur qui a été faite. C'est quand François Bayrou a appelé à voter pour François Hollande. Là, il s'est détaché de la droite. Eh bien, nous n'avons pas tendu la main. Nous avons présenté une candidate contre nous, nous l'avons battue, nous l'avons insultée, etc. et tout. C'était un tort. Parce que la vocation de la gauche, c'est pas de se replier. La vocation de la gauche, c'est toujours de s'élargir. Et quand le centre est en mouvement, nous, on ne doit pas dire le centre c'est pourri. Benoît Hamon a tort. Je pense que Benoît Hamon devrait distinguer entre ce qui est la droite extrême, qu'il faut combattre fermement, c'est-à-dire Madame Le Pen, la droite radicalisée, qui est Monsieur Fillon, et Monsieur Macron, qui est le centre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des questions à Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, quand il propose la hausse de la TVA, évidemment qu'on n'est pas d'accord. Ça veut dire que le pacte de non-agression avec Jean-Luc Mélenchon est une erreur? Ça veut dire qu'il y a un débat avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est un garçon que je connais bien, il est formidable. Mais à quoi ça sert? Si c'est pour faire un score, bon d'accord, il va faire un très bon score, peut-être, j'en sais rien. Jean-Luc, il a un talent extraordinaire. Je le connais, il a une densité politique qui est certainement beaucoup plus élevée que bien des hommes politiques. Mais à un moment donné, il faut aussi discuter avec lui. À quoi ça sert? Tout le débat qu'il y a eu entre nous il y a une quinzaine d'années, quand on s'est séparés, c'était là-dessus. J'étais contre l'idée qu'il y avait deux gauches et qu'il fallait en tuer une pour en construire une nouvelle. Je considère que la gauche, elle doit se réunifier toujours. Alors j'ai le mauvais rôle, j'ai le mauvais rôle dans ces cas-là, parce que c'est toujours plus facile d'être radical. Est-ce que vous lancez un appel au rapprochement Hamon-Mélenchon ce matin? Et moi, je lance un appel au rapprochement. Vous voyez, je vais être encore plus provocateur. Macron, Hamon, Mélenchon. Et je pense que c'est possible. Mais oui, je sais, vous faites des yeux. Oui, non, mais je fais ça parce que je ne vois pas parce que avec les personnalités des uns des autres, je vois pas comment. Mais les personnalités, on les dépasse parce que les électeurs, ce qu'ils veulent, c'est un changement. Ils veulent le rassemblement. Dans les gens qui votent Macron, j'en connais beaucoup. Il y a certainement des gens de droite. Moi, je connais des gens de gauche qui me disent je vais voter Macron. Alors, c'est très contradictoire. Je vais voter Macron parce que je veux faire rempart au Front National. C'est l'argument. Mais aussi, c'est parce qu'il représente une fraîcheur, une nouveauté. Il dit des choses chez les jeunes notamment, parce que sur l'entreprise, etc. Il dit je ne veux plus de la droite ni de la gauche comme on l'entendait auparavant. Mais moi,
je veux plus ni de la droite ni de la gauche comme on l'entendait auparavant. Je suis aussi un homme du 21e siècle. Je suis pour que la gauche échange, mais la droite et la gauche, ça existe. Et Monsieur Macron, il s'en rendra compte, comme tout le monde. Je veux dire, quand il s'agit d'augmenter les dépenses, de faire que les dépenses publiques soient maintenues, il y a une différence entre la droite et la gauche. Quand il s'agit de supprimer les postes de fonctionnaires, il y a une différence entre la droite et la gauche. Quand il s'agit de dire priorité à l'éducation publique, il y a une différence entre la droite et la gauche. Ça existe, voilà. On peut pas les dépasser. On peut les moderniser, on peut les transformer, on peut appeler à travailler ensemble. Donc vous souhaitez un rapprochement entre ces trois hommes. Vous savez, à l'Assemblée nationale, quand j'y étais, j'avais un certain nombre de collègues de droite qui étaient des adversaires politiques, mais je savais que sur un certain nombre de questions, on pouvait faire un pas ensemble. Et souvent, on se disait, le problème de ce système politique, c'est qu'on n'est pas capable de construire des majorités d'idées. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas... Si, dans les commissions, on est capable de le faire. Quand vous venez dans les commissions, vous voyez se concrétiser des majorités d'idées. Eh bien, le rôle de la gauche, c'est de concrétiser ces majorités d'idées. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable, vous les hommes politiques, de constituer ces majorités d'idées? Parce que pendant tout un temps... parce que ce sont les partis qui décident, qui règnent encore. Parce qu'il y a des... Mais non, mais on peut convaincre les partis politiques. Mais parce que il y avait une forme de sectarisme, il faut être honnête. Et c'est ça le problème. Sectarisme, c'est que moi, je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai commencé à serrer la main des députés de droite. Mais j'ai des députés de gauche qui venaient me voir à l'époque, ils me disaient, tu serres la main à ce type-là? Je dis, mais oui, c'est la politesse, c'est la courtoisie républicaine. Ah, alors je dis, mais c'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Il faut discuter, il faut dialoguer. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on se fait respecter. Alors après, il y a des confrontations qui existent sur le plan des idées. Je veux dire, sur le mariage pour tous, il y avait une confrontation entre la droite et la gauche. Oui, c'est clair. On parle des députés et des sénateurs. Ils ne gagnent pas suffisamment. J'ai vu que vous proposiez 9 000 euros net. Je me disais, je vais pas y échapper. Mais non, non. Non, mais tant mieux, c'est bien, ça va me permettre de préciser les choses. Oui. Moi, j'ai proposé un ensemble de mesures. Vous savez, ces mesures que j'ai proposées, je les ai déjà proposées à Philippe Séguin, quand il était président de l'Assemblée nationale, et qu'il y avait une commission qui avait réfléchi. Il m'a dit, vous avez raison, mais on n'arrivera pas à le faire. Je propose pas d'augmenter les députés. Je propose de régler un problème. Plusieurs problèmes, plus exactement. Je dis simplement, il y a aujourd'hui deux enveloppes. Le salaire du député et ce qu'on appelle les frais de représentation. Le salaire du député est d'environ 6 000 euros. Les frais de représentation sont 6 000 euros. Les frais de représentation, personne ne sait ce que ça veut dire. On essaye plus ou moins. Ils sont pas fiscalisés. Personne ne les contrôle. Non justifiables. Voilà. On fait. Donc moi, je propose de transférer la moitié des frais de représentation sur le salaire du député. Comme ça, les histoires de costumes, par exemple, les histoires de représentation, ça n'existe plus. C'est son salaire, il fait ce qu'il veut avec son salaire, il a un bon salaire. Mais parce que j'augmente le salaire d'un certain point de vue, mais en fait je l'augmente pas parce que c'est la même masse financière. Je rends transparent quelque chose qui aujourd'hui est un peu masqué. Donc 9 000 euros, voilà. Et frais, et plus de frais particuliers. Et surtout, j'ajoute, et c'est ça qui est très important, plus aucun travail à côté. Plus aucune direction de société. Le député, il fait que député. Il fait pas avocat, il fait pas professeur de médecine, il fait député, point la ligne. Et j'ajoute en plus, comme je fais ça, que j'interdis les emplois familiaux. Vous supprimez l'immunité parlementaire? Oui, je supprime. Alors attention, il faut faire attention. L'immunité parlementaire, c'est aussi le travail du parlementaire. Et dans des temps difficiles, imaginons que l'extrême droite, j'espère que ça n'arrivera pas à arriver au pouvoir, on peut avoir des confrontations violentes. Et l'immunité parlementaire, elle peut être très utile dans ces cas-là. Mais l'immunité parlementaire, quand il s'agit des affaires personnelles ou des affaires de justice, de comportement personnel, elle est aujourd'hui dépassée. Mais j'insiste bien, moi ce que je veux, c'est que le député il fasse son travail de député. Et je préfère qu'on rende transparent les choses plutôt que de les masquer. Donc j'ai toute une polémique sur Internet, on va dire quel irresponsable, il sait pas la réalité des choses, on se rend compte, évidemment 9 000. Mais c'est ce qui existe aujourd'hui, seulement je le rends transparent. Voilà. Merci Julien Drey d'être venu nous voir. 8h55.